Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de La Grande H. Il y a tout juste 90 ans, en février-mars 1936, un premier Front populaire, pas le Front populaire français de Léon Blum et des autres, le Front populaire en Espagne remportait les élections et Manuel Azaña, dans la foulée, devenait président de la Seconde République espagnole. Mais quelques mois plus tard, à l'été, un coup d'État militaire mettait fin à l'histoire de la République, ou allait mettre fin en déclenchant une guerre civile de 3 ans. La guerre d'Espagne, c'est le titre de la somme dont nous allons parler aujourd'hui, 1936-1939, avec un sous-titre évocateur qui peut nous renvoyer à l'actualité, la démocratie assassinée. Un ouvrage paru dans une très belle collection, chez Talandier. C'est dans cette collection aussi que Christian Ingrao, Johan Chapoutot et Nicolas Patin ont fait un très beau livre sur le monde nazi. On a fait une grande hache à ce sujet. Il y a eu aussi un très beau livre sur Vichy. Celui-ci a été rédigé par deux de mes invités d'aujourd'hui, Mercedes Yusta. Bonjour. Historienne et enseignante-chercheuse à l'Université de Paris 8. François Gaudichaud, historien et enseignant à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Et puis Pierre Salmon, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Le bandeau que l'on voit ici, ce bandeau jaune, parle de la première guerre globale contre le fascisme. Sont en présence avec l'histoire de la guerre d'Espagne, de son déclenchement, des années qui précèdent aussi, le fascisme et l'antifascisme, et évidemment, il y a des échos avec la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en France. Beaucoup ont le sentiment que nous sommes dans une situation pré-fasciste, et en tout cas, la question de l'antifascisme est au premier plan. Est-ce que vous avez eu conscience, en écrivant ce livre, c'est un peu une question rhétorique, j'imagine que vous avez eu conscience de ce parallèle? Oui, complètement. C'est vrai que le parallèle apparaît encore plus clairement aujourd'hui, mais ça fait des années qu'on parle de cet éventuel retour des années 30, des problématiques qui ont déjà été vécues pendant les années 30, la question de l'étranger, de l'immigration, et de la fascisation des consciences, de la normalisation de certains discours d'extrême droite. Et on retrouvait tout cela, en fait, quand on écrivait cette histoire de la guerre civile espagnole, qui est en fait une histoire plutôt des années 30 en Espagne. Et parce que pour comprendre justement comment on arrive à cette situation, pourquoi il y a eu un coup d'État militaire qui finit avec cette expérience démocratique qui en fait est la première vraie démocratie que l'Espagne a connue dans toute son histoire. Parce que même s'il y a eu une première république au XIXe siècle, c'est une république qui n'a duré qu'un an, qui s'est passée dans des conditions très difficiles. Donc là, on est vraiment dans cette première expérience démocratique. Et pour comprendre pourquoi certaines forces politiques et militaires ont voulu en finir, il faut comprendre en gros tout le XXe siècle espagnol. Donc les premiers chapitres du livre, ils parlent de ça rapidement, parce qu'il faut qu'on arrive quand même à parler de la guerre, mais ils décrivent quelle est la situation de ce pays, en fait, qui se retrouve un petit peu en décalage par rapport à l'histoire européenne, dans le sens où le XXe siècle espagnol, en fait, il commence avec la perte de ce qui restait de son empire colonial au moment où les autres puissances européennes sont en train de construire le leur. Et donc l'Espagne entre dans ce XXe siècle avec ce complexe d'infériorité de la part des élites qui trouvent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien dans ce pays, et en même temps des masses populaires qui luttent pour accéder à une démocratie qui est très difficile à atteindre par les conditions dans lesquelles se déroule la vie politique du pays, dont François peut-être peut dire un mot parce que c'est lui qui a le plus écrit sur cela dans le livre. Et donc, c'est cette tension entre des élites qui trouvent que le pays est en perte de vitesse et que le pouvoir leur échappe, et les classes populaires qui luttent pour accéder
à la démocratie et que se déroule ce premier tiers du XXe siècle. On lit, et tout de suite je te passe la parole François, dans l'introduction, ceci, comme dans le cas allemand, où l'idée d'un échec de la République de Weimar a longtemps servi à faire oublier les responsabilités des classes dirigeantes allemandes dans l'arrivée au pouvoir des nazis, l'examen minutieux de la vie politique républicaine espagnole permet de suivre la longue préméditation de l'assassinat, puisque, comme le dit le titre, il s'agit de l'assassinat de la démocratie. L'assassinat et non pas l'échec de cette démocratie. Et je termine là-dessus, cet assassinat est le produit de nombreuses étapes, si bien que l'on peut suivre dès 1931, donc un processus de fascisation comparable à celui qui a été observé dans d'autres pays. Mais évidemment, on le disait, il y a des enjeux antérieurs. Oui, pour te répondre, je vais reboucler avec ta première question sur les jeux d'écho avec l'actualité. Puisque l'histoire qu'on raconte dans ce livre, ce n'est pas seulement l'histoire de l'Espagne. C'est l'histoire qui fait écho à de nombreux processus de fascisation dans d'autres pays. Et effectivement, pendant tout le processus d'élaboration du livre, on était plongé, comme tout le monde, dans cette ambiance et ces peurs, ces angoisses qui traversent plusieurs pays, dont le nôtre, mais pas seulement. On a les yeux en général tournés vers les États-Unis. Et aujourd'hui, au moment de sa parution, on est vraiment en plein dedans. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de relier fascisation et guerre. Ce qu'on fait dans ce livre, c'est d'essayer de pousser un petit peu les cloisons chronologiques de cette guerre d'Espagne. Traditionnellement, la guerre d'Espagne, c'est une guerre qui commence en juillet 1936 à cause d'un coup d'État raté dans les plus grandes villes du pays. Coup d'État qui est mené par l'armée, une partie de l'armée et une extrême droite fascisée contre la Seconde République espagnole, née 5 ans auparavant, le 14 avril 1931. L'échec de ce coup d'État, le fait qu'il rencontre une résistance formidable, donne lieu à la guerre. Une guerre qui se prolonge de façon assez classique avec deux armées jusqu'en 1939. Et le 1er avril 1939, l'état-major franquiste, les franquistes, c'est le camp fasciste, le camp anti-républicain, dit « Nous avons gagné la guerre, la guerre est finie ». Mais la paix n'est pas encore arrivée. Ce qu'on ajoute, nous, c'est la réinsertion de ces 3 ans au sein d'une chronologie un peu plus longue qui permet de la comprendre. Et qui permet de comprendre que dès le lendemain de la proclamation de cette Seconde République, le 14 avril 1931, des forces se rassemblent et entament un processus de fascisation de l'espace public espagnol, de sabotage complet de ce projet républicain qui n'arrive pas à s'installer complètement face à ce sabotage. Qui reste inacceptable quoi, pour ces élites. Qui reste inacceptable et qui n'arrive pas tout simplement à appliquer ses propres lois. Et c'est là un enjeu très très important pour l'Espagne d'alors. Ce processus de fascisation se poursuit, s'aggrave, s'intensifie jusqu'à un coup d'État en juillet 1936 qui en est en quelque sorte le paroxysme, mais un paroxysme qui en déclenche un autre, qui est la guerre. Mais il s'affirme aussi après le 1er avril 1939, puisque la guerre n'est pas finie et que ce qui est arrivé aux Espagnols des provinces qui sont tombées les premières dans les mains des franquistes arrive aux Espagnols qui sont conquis à ce moment-là et est généralisé à toute l'Espagne pendant des années et des années. Donc on a une guerre qui dure bien plus que 3 ans et on a un processus général qu'il faut comprendre comme un processus politique. Si cette guerre dure plus que 3 ans, c'est que ce n'était pas une guerre classique, c'était une guerre politique, une guerre sociale, et même si les armées de Franco ont gagné en avril 1939, sur le plan social, sur le plan politique, la guerre n'est pas finie. Et d'ailleurs, ça va se traduire par une répression permanente, même jusqu'à la chute du régime. Oui, avec des intensités, des modalités différentes, bien sûr. Mais effectivement, le franquisme, c'est une dictature qui meurt en tuant, en fait, jusqu'au dernier moment. Les dernières condamnations à mort datent de septembre 1975. Et le dictateur est déjà très malade, il meurt 2 mois après.
Mais en fait, ce prolongement de la guerre dont parlait François, il se produit surtout pendant les premières années de l'après-guerre, où il y a vraiment une dynamique qui prolonge celle du conflit armé. Parce que non seulement cette répression atteint pratiquement les mêmes niveaux que pendant la guerre, mais en plus, il y a un mouvement aussi de résistance armée qui va essayer de façon très, très inégale, très déséquilibrée, de lutter contre la dictature pendant les années de la guerre mondiale surtout, et qui dure un petit peu après, mais qui va être complètement écrasé, vaincu à la fin des années 40. Donc ça dure quand même une bonne dizaine d'années. Ce qu'on a connu en France, la résistance, dure pendant des années en Espagne. Alors, comme toutes les dictatures totalitaires et fascistes, ces résistants sont appelés terroristes. Ce sont des antifascistes. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, ont été résistants en France. On fait partie de cette guerre contre le fascisme français et allemand en France. Et cette résistance dure bien au-delà, même 1945 n'est pas une coupure, en rien. Donc, effectivement, la guerre dure très très longtemps. Mais si on revient à ta question de départ sur c'est un assassinat et ce n'est pas un échec de la République, c'est un enjeu vraiment important. Puisque pour limiter leurs responsabilités dans la guerre, dans le déclenchement de la guerre, les militaires qui l'ont déclenché par leur coup d'État ont expliqué, et expliquent encore, en tout cas les néo-franquistes expliquent aujourd'hui, que ce coup d'État, finalement, n'était pas la première mise en cause de la légalité républicaine et que, d'une manière générale, la République, c'était le chaos. La République n'avait pas réussi à installer un véritable espace politique pacifié et qu'il fallait justement rétablir l'ordre. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'on passe du rétablissement de l'ordre, de cette notion d'ordre public qui est tellement plastique qu'elle peut être adaptée à beaucoup de sauces, à la guerre civile. Et ce rétablissement de l'ordre, effectivement, c'est le coup d'État, c'est une guerre conçue comme une purge complète de la société, mais ça s'opère sur la base d'un constat de chaos qui est complètement construit médiatiquement, et pas seulement médiatiquement. Il est construit par un dispositif médiatique proche de celui qu'on observe à la même époque en Allemagne, avec ce qu'a montré Johann Chapoutot dans son livre « Les Irresponsables » autour d'Alfred Hugenberg, mais aussi par l'utilisation de la violence systématique par les milices d'extrême droite dans la rue pour faire croire que le chaos est là, la violence est là, et qu'en face, on a des révolutionnaires assoiffés de sang. C'est ça, c'est le fantôme qui est agité, et c'est cette menace révolutionnaire, cet ennemi de l'intérieur. Je crois qu'on a parlé de 5e colonne oui, aussi à l'époque. C'est à cette occasion-là que l'expression 5e colonne a été inventée. Ça se fonde sur l'existence de la Troisième Internationale, évidemment, l'internationale communiste, mais ça devient l'argument principal, finalement, pour préparer la violence et la destruction du régime. Oui, et cela très très tôt. Dès le mois de juillet 1931, les conflits sociaux dans les campagnes en Andalousie sont manipulés par les élites sociales de Séville, par exemple, et des villes alentours, pour faire croire à une offensive révolutionnaire. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? On est au début des années 30, la crise économique frappe de plein fouet l'Espagne, et puis dans cette Andalousie de grandes propriétés et de journaliers sans terre, eh bien, les gens ont faim. Les gens ont faim, beaucoup sont au chômage, et ils se mobilisent, ils manifestent parce que enfin, la République, un régime ami, est arrivé au pouvoir, et donc on pense espérer obtenir des éléments pour améliorer la situation matérielle. Cette République, elle a fait passer des décrets qui permettent d'envisager la journée de 8 heures, d'envisager des meilleures conditions de négociation des salaires. Et ces manifestations, le plus souvent pacifiques, sont accueillies à coups de fusil. Mais accueillies à coups de fusil avec une systématicité de la mise en scène qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que dans tous les journaux, on lit qu'un coup de feu a été entendu et la garde civile a répliqué en tuant, évidemment, la garde civile, elle tire, elle a pas de matraque, elle a des fusils, elle tire, elle tue,
Et à partir de ce moment-là, il y a une émeute. Alors, soit les gens répondent, soit ils s'égaillent dans la rue, etc. Mais on prend prétexte et on continue la répression. Et c'est tellement systématique que, en fait, il est évident que ce coup de fusil n'a pas eu lieu. Et on a même des éléments, et il y a un livre qui nous a beaucoup servi dans cette histoire-là, qui a été fait à partir d'une enquête parlementaire sur cette semaine sanglante de Séville en juillet 1931, et qui permet d'avoir l'autre version, qui n'est pas celle de la garde civile, puisque celle de la garde civile est immédiatement reproduite dans les journaux des grands propriétaires. Et cette autre version nous parle de cette Espagne affamée, qui réclame souvent avec une grande humilité du travail comme on réclame l'aumône, et qui est accueillie à coups de fusil. C'est une forme de stratégie de la tension. Complètement. Ça ressemble à une stratégie de la tension. Mais là, c'est la garde civile qui réprime. C'est-à-dire que ce ne sont pas encore des milices ou des groupes violents, comme il va y en avoir aussi, si je me souviens bien. Oui, alors c'est la garde civile qui réprime, mais cette garde civile, elle est dépendante des propriétaires locaux, des pouvoirs locaux. Elle sert d'abord les pouvoirs locaux parce qu'elle les a protégés contre les mobilisations populaires depuis des décennies. Et les gouvernements républicains sont très attachés en même temps à prouver que la République peut être un régime d'ordre. Donc ils appuient du côté de la répression. En fait, le problème de l'Espagne, qui est un problème séculaire, c'est la militarisation de l'ordre public. Et depuis des décennies, effectivement. Et en fait, c'est non seulement la garde civile qui est un corps de police militarisé, en fait, qui dépend de l'armée. C'est comme la gendarmerie en France. Mais l'armée elle-même, elle a été utilisée déjà par la monarchie qui précède la République pour le maintien de l'ordre public. Donc il y a cette militarisation de la répression des conflits sociaux qui va se prolonger pendant la République, effectivement, parce que en fait la République, elle va tout de suite être attaquée par sa droite en l'accusant de promouvoir le chaos, de ne pas être capable de maintenir l'ordre public, et donc elle va renchérir dans ce maintien de l'ordre public, mais avec les instruments qui étaient déjà ceux de la monarchie et d'une première dictature qui a précédé la République pendant les 10 années qui précèdent la proclamation de la République. Il n'y a pas de modification, en fait, des instruments de maintien de l'ordre public. Il y a un prolongement. Donc ça va être perçu aussi par le mouvement ouvrier, par les classes populaires, par les syndicats, par la CNT, comme la preuve aussi que cette République-là n'est pas du côté du peuple. Et donc ça va aussi déclencher une méfiance par rapport à ce régime républicain qui finalement réprime les mouvements sociaux et réprime ce qui est perçu comme les demandes légitimes des classes populaires dans un pays, il faut le rappeler, qui est qui est très agricole et avec une population dans une situation très misérable, surtout dans le sud. Et donc, il y a aussi un mécontentement qui vient du fait que la République ne défend cette revendication légitime des classes populaires et notamment des journaliers des campagnes qui demandent une meilleure répartition des terres, des améliorations de salaires, etc. Il y a des instruments légaux, effectivement, qui sont mis en place assez rapidement, mais la mise en place de ces politiques-là va prendre du temps, notamment la réforme agraire, qui est une demande très importante. Et ça va se mettre en place sur le papier assez rapidement, mais ça va mettre très longtemps en fait à se réaliser concrètement. Et la République n'aura pas le temps finalement de mener à bien cette réforme agraire parce qu'on va lui empêcher en fait. J'imagine que cette réforme agraire, de toute façon, sa perspective ne satisfait pas tout le monde et certainement pas les grands propriétaires, ni peut-être l'armée. Est-ce qu'on peut considérer que dès les origines de la République, il y a finalement ce projet de l'assassiner ? Bah oui. Oui. Dès le 14 avril après-midi, une réunion a lieu au siège du journal El Debate, qui est un journal monarchiste très catholique, dirigé par un certain Herrera Oria,
qui va constituer une espèce d'empire de presse en s'appuyant sur les associations d'action catholique dans les années suivantes pour développer justement toute cette propagande autour du risque révolutionnaire et qui voit la République comme un facteur de désordre et de chaos. Ça se fait dès l'après-midi. Et ça va donner lieu à cette convergence de beaucoup de courants conservateurs, traditionnalistes, ou d'un fascisme qui se veut modernisateur et même quelquefois révolutionnaire. Tout cela, ce bouillon de culture va finir par converger dans le coup d'État de 1936, mais c'est déjà lancé dès le 14 avril après-midi. Et s'il y a en juillet 1931 cette semaine sanglante à Séville, c'est déjà un premier essai de tension de la situation. Mais alors, si on prend un peu de recul, l'alternative historiquement, c'est la monarchie. Pourquoi, qu'en est-il puisque voilà, on est dans une situation européenne où il y a toute une série de régimes différents. On sait qu'en 1922, en Italie, la monarchie italienne a pris un tour particulier avec l'avènement du fascisme, par exemple. On sait qu'il y a une monarchie en Allemagne qui a chuté à l'issue de la Première Guerre mondiale, avec une république, elle aussi, en grande difficulté rapidement. Qu'est-ce qu'il en est de cette tradition en Espagne ? Quelles sont les alternatives ? Et est-ce qu'il y a justement un fascisme endogène au départ qui se développe ? En fait, l'histoire de l'Espagne est assez parallèle finalement à celle de l'Italie dans les années 20. Donc ça, je crois que c'est important de le rappeler. En fait, effectivement, en 22, il y a Mussolini qui accède au pouvoir avec une monarchie qu'il laisse en place, avec laquelle il collabore. Et en Espagne, un an après, il se produit quelque chose de très similaire. C'est-à-dire qu'on a le roi Alphonse XIII, qui est embourbé dans une guerre coloniale, la guerre du Rif, qui se passe assez mal, qui est un conflit sanglant, où sont envoyés surtout les enfants des classes populaires pour mourir au Maroc. Et donc, la situation politique étant très tendue, en 1923, il va y avoir un premier coup d'État militaire avec un général qui s'appelle Miguel Primo de Rivera et qui est le père du fondateur du parti fasciste, et ça n'a rien d'un hasard. Et donc, ce Miguel Primo de Rivera, il va faire un coup d'État militaire et il va prendre le pouvoir. Mais il va maintenir la monarchie en place. Donc, Alphonse XIII, il va l'appeler Mon Mussolini. Et donc, c'est le même donc, fonctionnement. Finalement, il y a une voix à l'italienne qui sait. Et cette voix italienne ne va pas très bien fonctionner en Espagne. Et finalement, le dictateur, il perd l'appui du roi, il perd l'appui des élites économiques qu'il avait, dans un premier lieu, soutenues parce que, justement, il voyait une solution à une monarchie qui était en train de péricliter. Et donc, c'est à ce moment-là qu'arrive la République, avec ce grand espoir. D'où, donc, cette anomalie inacceptable qu'est l'avènement d'une République. Et qui est portée par les classes populaires, mais aussi par une bonne partie aussi des classes moyennes, des professions libérales, etc., qui voient une voie de modernisation de l'Espagne. Mais effectivement, l'alternative, c'est la dictature militaire. Et une dictature militaire qui était déjà fascissante dans les années 20. Et donc, il y a des connivences qui sont déjà en place et qui vont constituer l'alternative à cette République qui est accueillie avec beaucoup de méfiance et avec une hostilité manifeste dès le premier moment. Et alors, précisément, j'appelais ça ce fascisme endogène. Ce n'est pas la bonne expression, puisque le fascisme, c'est une expression italienne. Mais qu'est-ce qu'on utilise comme terminologie pour désigner ce mouvement autoritaire qui s'appuie sur l'armée ? Alors, c'est à l'époque, certains se disent fascistes. D'autres répugnent à se dire fascistes parce qu'ils sont avant tout nationalistes et ça serait copier l'Italie. Voilà, ouais. Et donc le parti qui est fondé, un des partis qui sont fondés, c'est tout petit parti, c'est vraiment des sectes au départ, s'appelle la Phalange. La Phalange, donc on est en 1935, il y a ce développement important avec une fusion avec d'autres petites organisations. Et le fondateur, un des fondateurs, c'est le fils du dictateur précédent, le fameux, celui à propos duquel le roi disait « Mon Mussolini à moi ». Mais simplement, il n'y a pas eu, alors qu'il y avait une admiration de la part de certains intellectuels ou de certains activistes traditionnalistes ou réactionnaires
pour le fascisme italien, la dictature de Primo de Rivera n'a pas donné lieu à une fascisation, on va dire, en bonne et due forme, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin d'un parti de mobilisation de masse pour imposer une politique contre-révolutionnaire, parce que c'est l'armée qui s'en est chargée. Et après, Primo de Rivera essaye d'installer un parti de masse au service de sa personne, de sa politique, etc. Mais en fait, ça devient un parti effectivement de masse, mais de notables, assis sur la capacité de mobilisation de l'Église dans les localités. Mais ça périclite très vite. Il n'y en a pas besoin. En revanche, face à la République, ce besoin de mobilisation va se faire sentir peu à peu. Pas au début, parce qu'au début, on pense, de la même façon qu'avant, coup d'État militaire. En 1932, il y a une tentative de coup d'État militaire, à Séville, par un général qui s'appelle le général Sanjurjo. C'est à lui qu'on donnera le commandement en 1936, mais ça ne dure pas longtemps, il meurt dans un accident d'avion. Ce coup d'État échoue. Ce coup d'État échoue parce qu'il est fait à l'ancienne manière et puis qu'il trouve face à lui un régime pleinement installé dans une vraie légitimité populaire. Et ça ne suffit plus, un petit coup d'État militaire. Donc, c'est ça qui va lancer ce processus de mobilisation très important sur l'axe le plus radical, le plus violent, qui est celui de la Phalange, qui finit par réunir autour de lui tous les aspirants au renversement de la légalité républicaine et à la contre-révolution. Et tout simplement, par exemple, au printemps 1936, après la victoire de l'Union des gauches, le Front populaire, en février 1936, cette victoire qui amène un gouvernement avec un programme vaguement progressiste au pouvoir, eh bien, il va s'agir de convaincre de la part des fascistes, les officiers, que c'est le chaos, que la révolution a déjà commencé. Et donc pour cela, on donne vraiment dans la grosse machinerie médiatique, dans toutes sortes de provocations. Et c'est ça l'enjeu, c'est que la plus grande partie des officiers soit là le jour du coup d'État et qu'il y ait cette conjonction entre un mouvement civil et un mouvement militaire. Il y a peut-être une spécificité espagnole dont on n'a pas parlé, la place de l'Église, la place des structures religieuses face à la République, dans ce paysage général, disons, des années 20, des années 30. En fait, l'Église catholique en Espagne, elle a eu énormément de pouvoir. Et pendant très longtemps, en fait, il y a une alliance entre la monarchie et l'Église qui est très, très puissante. Et en fait, la République, elle fragilise ce pouvoir et cette alliance. Et en fait, tout de suite, l'Église va percevoir la République comme une ennemie, en fait, de la position qu'elle occupe dans la société espagnole. Et la Constitution de 1931 va proclamer la séparation entre l'Église et l'État, alors que l'Église, elle était très profondément imbriquée dans les structures de l'État. L'Église avait pratiquement le monopole de l'éducation et la République, elle va décréter qu'en fait, elle n'a pas le droit de s'occuper de l'éducation et que l'éducation est désormais la responsabilité de l'État. Donc, c'est beaucoup d'affronts, en fait, pour cette Église qui était pratiquement toute puissante, qui avait un grand pouvoir aussi sur les consciences. Et donc, dès le premier moment, l'Église se situe contre la République. Et en fait, cet appareil médiatique qui se constitue autour du journal El Debate, c'est aussi, ce qui leur unit, c'est la défense de la religion catholique. Ça va être aussi une des bannières les plus importantes de tout ce conglomérat qui se forme contre la République, et ça va être aussi un des prétextes qui sera donné au moment du coup d'État, la défense de la religion catholique contre les hordes marxistes, athées, etc., qui veulent détruire la religion. Mais les monarchistes sont assez conscients de ce pouvoir de mobilisation de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est à l'époque en Espagne la première institution nationale. C'est plus que l'État. Mais oui, c'est-à-dire que l'Espagne est divisée quand même historiquement. Oui, et puis au-delà des divisions régionales, si le gouvernement de la Seconde République n'arrive pas à faire appliquer ces décrets sociaux dans les campagnes, c'est que ces relais, les gens qui sont fonctionnaires ou agents de l'État, agents du gouvernement sur place, obéissent d'abord aux potentats locaux
et pas au gouvernement. Donc, où est-ce qu'elle est, la structure hiérarchique pyramidale? En revanche, l'Église, elle en a une structure hiérarchique et pyramidale. Et elle a une capacité de mobilisation énorme. Et justement, elle débattait, on le retrouve, il y a en mai 1931 une émeute à Madrid, il y en a eu aussi une à Séville, qui, suite à la libération d'un général considéré comme félon par la population, une émeute devant le conseil de rédaction, le bâtiment du journal Elle débattait. Et suite à cette émeute, où les gens se font tirer dessus, il y a des églises qui brûlent à Madrid, mais elles brûlent juste au moment du Conseil des ministres. Un hasard qui a semblé suspect à certains historiens pendant longtemps. Et récemment, un historien a pu montrer que ce qui arrive au même moment, le même jour à Séville, avec des églises qui brûlent, il a trouvé des éléments qui laissent à penser que les monarchistes sévillans ont payé des agents de la pègre pour foutre le feu aux églises. Parce qu'à partir de là, il est possible de présenter la République comme l'ennemi de Dieu. Déjà, l'Église disait les droits des citoyens peut-être, mais les droits de Dieu d'abord. Mais à partir du moment où il y a des édifices religieux qui brûlent, c'est pas la première fois en Espagne, hein, il y en a eu au XIXe siècle, et à partir du moment où il y a une constitution laïque, alors on peut commencer une véritable croisade. Oui, en fait, effectivement, la tradition anticléricale, elle est séculaire en Espagne. Et c'est quelque chose qui est très enraciné dans le mouvement ouvrier, dans les classes populaires, mais qui a des racines quand même très... Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui est lié aux syndicats ou aux formations politiques, c'est plus dans la conscience populaire. Parce qu'en fait, la conscience populaire, elle considère que les représentants de l'Église ont trahi le vrai message évangélique et que l'Église devrait être du côté des pauvres. En fait, elle ne l'est pas. Donc, du coup, le clergé a trahi le véritable esprit évangélique. Et la racine de l'anticléricalisme espagnol, elle est à trouver plutôt de ce côté-là millénariste, en fait. C'est on un pourrait dire. anticléricalisme croyant, au fond. Oui, tout à fait. On a attribué pendant longtemps les assassinats de prêtres de l'été 1936, quand justement la guerre civile commence, et les incendies d'églises aux anarchistes en général, parce que le mouvement ouvrier libertaire est le plus puissant, on va dire, en Espagne. Mais 100 ans avant, en 1835, il y a eu des dizaines et des dizaines d'édifices religieux qui ont brûlé en Espagne. En 1835, il n'y avait pas l'ombre du début d'un anarchiste en Espagne. Donc voilà, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Donc si je comprends bien, au fond, avant le déclenchement de la guerre civile, enfin avant ce coup d'État de l'été 36 qui rate en fait et qui suscite une résistance, il n'y a pas de cristallisation en quelque sorte d'une logique révolutionnaire. Je veux dire, ce à quoi le coup d'État met fin, ça n'est pas à une république, disons, engagée dans un processus radicalement progressiste. Non, le programme du Front populaire de février 36, c'est le programme des républicains modérés, des républicains de gauche. Ah. C'est un peu le programme du Parti radical de gauche en France, si tu veux. À partir de là, effectivement, il y a des mobilisations ouvrières. Il y a des mobilisations ouvrières révolutionnaires qui veulent la révolution, la collectivisation des moyens de production, etc. Mais c'est souvent très confus. On cite dans le livre un paysan andalou qui écrit à sa compagne et qui lui parle de la révolution. Et la révolution, ça sera quand on mangera à notre faim et on aura des chaussures aux pieds. C'est ce degré d'élaboration-là de voilà, la révolution, c'est tout simplement que nos revendications de base sont révolutionnaires. Lui, il l'exprime avec ces mots. Donc, on n'est pas dans un processus révolutionnaire véritablement. En revanche, ce qui se passe, c'est que les conditions misérables et puis la brutalité du rétablissement de l'ordre provoquent une radicalisation des ouvriers, effectivement, et des paysans. Radicalisation qui pousse leurs propres organisations à radicaliser leur discours. Et donc, on a des discours très radicaux
Simplement, ces discours très radicaux ne s'accompagnent pas de plans de prise du pouvoir, en aucune manière. Ils ne sont pas au pouvoir, avec la victoire du Front populaire de février 36. Non, mais les mêmes, non, ils ne sont pas au pouvoir. Et puis, les mêmes qui ont des discours très radicaux acceptent que le programme du Front populaire, ça soit ce programme républicain de gauche modéré. Donc, il y a vraiment un hiatus entre répondre à la pression des masses qui veulent vraiment s'émanciper et sortir de cette situation, et puis répondre aussi à la nécessité de prouver que la République peut être un régime d'ordre. Donc même au printemps 1936, quand le Front populaire est au pouvoir, la répression reste très ferme. Le plus grand nombre de personnes qui sont tuées dans ces mois-là, ils sont tués par les forces de police. Avant le coup d'État, donc, hein, oui. C'est ça. Ouais. Oui, en fait, le coup d'État et la dictature qui a suivi, elle a construit une narration sur la Seconde République qui mélange des choses qui sont très différentes, en fait, et notamment, elle mélange cet élan qui peut être un élan révolutionnaire d'une partie des classes populaires, du mouvement ouvrier, des paysans, surtout plutôt que du mouvement ouvrier en lui-même, et la République, alors que ce sont deux choses foncièrement différentes et que d'ailleurs, ces poussées révolutionnaires qui ont lieu à plusieurs moments de la République, en 1932, il y a des soulèvements anarchistes dans certaines régions, mais très, très localisés, en 1933 aussi. En 1934, il y a un mouvement révolutionnaire un peu plus important, notamment dans les Asturies, où il y a effectivement un mouvement révolutionnaire mené par des mineurs qui prennent la ville de Gijón, etc. Mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec la République. Et d'ailleurs, la République, elle réprime ces mouvements-là. Et en fait, le coup d'État, il mélange tout ça et il dit, en fait, ces mouvements révolutionnaires sont le fait de la République, alors que non seulement ils ne le sont pas, mais la République a tenté de les endiguer. Et donc, cette confusion, elle a cristallisé dans ce narratif de la République. C'était le chaos, c'était la révolution, alors que c'est le coup d'État qui déclenche la révolution qu'il était, soi-disant, censé contenir. Oui, c'est une ironie assez remarquable. Pour couper l'herbe sous le pied des putschistes, le gouvernement, le 18-19 juillet 1936, relève les soldats de leur devoir d'obéissance et relève aussi les membres des forces de sécurité armées de leur devoir d'obéissance à leurs officiers, pour qu'ils puissent s'opposer à leurs officiers. Et là où le coup d'État échoue, il échoue face à des unités restées fidèles à la République et puis une mobilisation populaire de milices ouvrières, de groupes de services d'ordre qui ont acquis des armes, etc. Et une fois que les casernes sont prises, eh bien, beaucoup des soldats rentrent chez eux. Ou donnent le fusil à l'ouvrier à casquette qui est à côté. Et des milices s'organisent pour aller tenter de libérer les villes qui ont été effectivement prises par les militaires. Mais il n'y a plus d'armée et il n'y a plus de police. Et il n'y a plus d'armée et il n'y a plus de police à un moment où les adversaires sociaux et politiques de la veille sont devenus des ennemis qui ont pris les armes. Donc la révolution est là. Et elle est là même quelquefois par absence d'adversaires, au sens que quand les ouvriers rentrent dans les usines, une fois que la grève générale est arrêtée, hein, pour contrer le coup d'État, on déclenche la grève générale. Au bout de quelques jours, on revient dans les usines. Alors, il y a des patrons qui se font tuer, il y a des contremaîtres qui se font tuer, mais la plupart du temps, ils ne sont pas là, ils se cachent, ou ils sont en vacances, en villégiature. Et donc, il faut remettre l'usine à fonctionner. Et il faut même déjà organiser une industrie de guerre. Eh bien, on collectivise. Pareil dans les campagnes. Les fermiers cessent de payer leur fermage. Et puis les journaliers disent, voilà, les terres, maintenant, elles sont à nous, on les cultive. Mais même la CNT, qui est l'organisation la plus révolutionnaire... Anarchiste, donc. Ne développe pas de politique d'encouragement et d'encadrement de la transformation économique. La CNT tient un discours très étrangement, en tout cas sa direction, de discipline. Oui, la révolution, mais d'abord la discipline. Alors que pendant des décennies,
on a vécu sur le discours de voilà, la CNT, c'était la révolution avant tout, et puis la guerre après. Des recherches récentes ont montré à quel point les consignes données aux propres militants de la CNT sont très en retrait par rapport à ce que font les gens en réalité. Et les gens, ce qu'ils font en réalité, c'est simplement de se mettre à produire sans les propriétaires. Et une fois qu'on est rentré dans la guerre, donc, et en même temps dans la révolution sociale, donc, à certains égards, mais de manière presque spontanée, au fond, comment est-ce que les choses se développent et pourquoi l'échec de ceux qu'on a tous réunis finalement sous le nom de républicains espagnols, alors que, si je comprends bien, en réalité, il y a des mouvements très, très divers en termes de programme politique. Oui, en fait, c'est une question trop large, bien sûr. Très large et complexe. Comment s'articule la résistance républicaine, justement, et ces mouvements révolutionnaires locaux Est-ce que c'est par défaut, justement, d'unité ou d'articulation face à ceux qui vont devenir les franquistes, face aux putschistes, que s'explique, au fond, la défaite ? C'est peut-être le moment de faire intervenir les questions extérieures. Alors, j'y pensais aussi, puisque, je ne l'ai pas encore dit, mais je pensais très fort, et vous le soulignez dès le départ, ça devient un laboratoire aux yeux de l'ensemble de l'Europe, ce qui se passe évidemment en Espagne. Et d'ailleurs, les forces fascistes extérieures vont s'investir. Hein. Le livre s'ouvre sur ce défilé, à Madrid en mai 1939, où l'on proclame la victoire, et sont présents Himmler, le chef de la Gestapo, il s'appelle Bocchini, je crois, le chef de la police politique italienne fasciste, hein, sachant que les deux régimes ont beaucoup soutenu les franquistes. Les putschistes. Et d'un autre côté, comme on sait, le Front populaire français a beaucoup hésité, mais finalement s'est résolu à ne pas intervenir, hein, à ne pas soutenir les républicains espagnols. Je crois qu'il faut commencer par dire qu'au moment du coup d'État, rien n'est joué, en fait. Et en plus, ce qui se passe tout d'abord, c'est le collapse de l'État. C'est-à-dire que l'État républicain collapse à ce moment-là. Il n'y a pas de réaction de l'État proprement dit. Et en fait, ça va être les organisations ouvrières qui vont prendre le relais et qui vont avoir des armes une fois qu'il y aura un chef de gouvernement, après plusieurs démissions en cascade, qui se décide à donner la permission d'armer les organisations ouvrières. Et c'est de là que la réponse contre le coup d'État va partir. Donc c'est une réponse relativement spontanée. Ce n'est pas la réponse de l'État républicain qui, à ce moment-là, est dans la sidération, en fait. Et en fait, l'autre chose qui se passe, c'est que le coup d'État a pour lui une force très importante qui est l'armée du Maroc, l'armée coloniale. Et ça aussi, ça explique la brutalité en fait de ce coup d'État et de ce qui se passe dans les premiers jours, voire les premières semaines du coup d'État, qui va être d'une violence inouïe en fait. Si cette armée coloniale, elle peut atteindre la péninsule, c'est justement grâce à l'aide allemande et italienne qui vont envoyer des avions pour transporter cette armée c'est 47 000 hommes. Enfin, ils ne vont pas tous se déplacer dans la péninsule, mais ça sera autour de 20 000 en fait. Et c'est une armée coloniale habituée à une violence extrême contre des populations civiles. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les épisodes de La Grande Hache, hein, cette histoire contemporaine, ce retour dans les métropoles de la violence coloniale. Hein. Oui, et qui se déverse donc sur la métropole avec la même intensité, la même violence. Et donc, cette violence, ce qui commence à ce moment-là, c'est une guerre d'extermination. C'est-à-dire que ces militaires qui ont fait le coup d'État, ils sont prêts à tout pour exterminer ce qu'ils considèrent être l'ennemi. Et en fait, l'idée, c'est d'opposer une extrême violence aux forces qu'ils considèrent ennemies et s'emparer du pouvoir de l'État rapidement. Et ce à quoi ils ne s'attendent pas forcément, c'est à cette réaction de la part donc des organisations ouvrières, des syndicats, mais aussi une part des forces armées et de la police qui vont rester fidèles à la République. Et ça, c'est ça aussi qui aide
en fait à tenir certaines villes et à ce qu'elles ne tombent pas tous sur le coup de cette insurrection militaire. Et pour revenir à cette violence qui vient des colonies dont vous parlez, vous avez utilisé l'expression une guerre d'extermination. Je crois que c'est le titre d'un livre, si je ne me trompe pas, sur la guerre d'Espagne, qui s'appelle Une guerre d'extermination, c'est ça? Il s'appelle, c'est même pire que ça, il s'appelle l'Holocauste espagnol, ah oui. de l'historien anglais Paul Preston. Ouais. Alors, on lui laisse la responsabilité du titre, mais il montre dans la lignée de ce que montrent beaucoup de collègues espagnols, qu'effectivement, ce n'est pas seulement une guerre pour prendre le pouvoir. C'est une guerre d'extermination au sens où ce qui est visé, c'est ce qu'ils appellent l'anti-Espagne. L'anti-Espagne, c'est une bonne partie de la population. Et il s'agit pour eux, dès le départ, de triturer la société espagnole pour construire une vraie société espagnole conforme à son essence et la société espagnole de demain. C'est pour ça que c'est pas un mouvement seulement traditionnaliste qui regarde vers le passé. C'est un mouvement qui regarde vers une modernité alternative qui a des racines, voilà, qui a des racines dans le passé, mais qui vise à produire une société sur la base de la trituration de l'ancienne. Et donc il y a des listes de personnes à éliminer très longues, préparé dès le départ et qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge, un fichage de toute la population au fur et à mesure de la guerre et une entreprise très complète, totale, revendiquée totalitaire. Hein, comme Mussolini, Franco aime beaucoup cet adjectif. Et donc c'est ça qui commence dès le départ. Et on assassine systématiquement les gens, il faut le dire. On assassine systématiquement les gens. Il s'agit de tuer tous ceux qui ne rentrent pas dans ce plan de nouvelle société. Tout à fait, avec de tuer ou de rééduquer. Dans un premier temps, il faut terroriser, et donc on terrorise en tuant. Et dans les villages ou les petites villes d'Andalousie, par exemple, où les conflits sociaux ont été importants, eh bien, on tue, mais à des niveaux absolument incroyables. Il y a des villes de 8-10 000 habitants qui voient 1 500 hommes se faire tuer. Au total, 120 000 morts, je crois, par exécution sommaire, rien que pour la période de la guerre proprement dite. Les franquistes tuent 120 000 personnes entre 1936 et 1939 et 30 000 autres après 1939, au moins. Après, les chiffres ont tendance à être revus à la hausse avec les nouvelles recherches. Dans le camp d'en face, on continue à trouver des fausses communes. On continue à découvrir encore aujourd'hui des fausses communes. Oui, parce qu'il y a tout un tas il y a des dizaines de milliers de disparus. Et donc, il faut comparer les listes, refaire des listes, etc. Parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont morts de faim dans les premières années du franquisme. On a calculé qu'il y en avait 200 000 en 1941-42. Et ceux-là, souvent, c'est des prisonniers morts en prison qu'on a laissés mourir de faim, ou des pauvres parce qu'ils sont pauvres et supposés être républicains. Donc, beaucoup d'enfants. Donc, il y a la mortalité, au-delà de ces 30 000 exécutés après 1939, elle est très, très large. Elle signale d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une guerre prolongée, une guerre contre la population prolongée. Donc, cette guerre, c'est une guerre aussi contre la population dès le départ. Et ça va très bien avec l'engagement d'Hitler et de Mussolini. Cet engagement, il est là dès le premier jour. Et effectivement, ils gagnent parce qu'ils sont mieux armés, mieux soutenus et de manière plus régulière. Puisqu'il y a des soutiens en armes du côté républicain, mais ce n'est pas la même chose. Et il n'y a pas de solidarité des supposées démocraties. Vous dites dans le livre que de toute façon, la Grande-Bretagne ne voyait pas d'un bon œil la République espagnole. Après tout, la Grande-Bretagne n'est pas une république elle-même, donc pourquoi pas? C'était censé quand même être une démocratie qui sera dans le camp des démocraties. Mais il n'y a pas d'aide internationale officielle non plus de l'État français, donc de la République française. Il y a certes, les brigades, ce qu'on appelle les brigades internationales, et bien sûr, la guerre d'Espagne est devenue emblématique à cet égard, de la solidarité internationaliste, mais c'est largement insuffisant face, justement, à des putschistes qui sont soutenus par l'Allemagne et l'Italie.
Oui, effectivement, cette aide, elle est très très importante. En fait, c'est une aide en avion, en armement, en troupes. L'aide de l'URSS. Et oui, du côté républicain, il y a l'aide de l'URSS qui envoie des instructeurs militaires parce qu'en fait, au début, il n'y a pas de véritable armée républicaine. Cette armée, elle va se constituer à l'automne 1936 et grâce justement en bonne partie à ces instructeurs soviétiques et aussi à la prééminence à ce moment-là du Parti communiste qui est un parti qui a une structure beaucoup plus verticale et plus apte à constituer une armée. Mais en fait, cette aide n'est pas comparable, cette aide de l'Union soviétique, à celle qui est reçue par le camp franquiste, qui est beaucoup plus importante. Notamment l'aviation, elle va être cruciale parce que, en fait, un des éléments qui a beaucoup fragilisé la République, c'est les bombardements et les bombardements des populations civiles, en fait, et qui est vraiment quelque chose d'une brutalité inouïe qu'on n'avait pas vu en Europe à cette échelle-là auparavant. Et d'ailleurs, ça va être tellement choquant et ça va tellement scandaliser les opinions publiques que, par exemple, au moment du bombardement de Guernica, qui est une population basque avec aucun intérêt militaire et qui était habitée par des civils, 4000 habitants, je crois, et qui est bombardée un jour de marché avec des bombes incendiaires en faisant plus de 1000 morts. Enfin, on n'est pas tout à fait... il y a plusieurs chiffres entre 1000 et 1500 victimes. Par l'aviation. Par l'aviation allemande de la Légion Condor. Et c'est tellement, ça choque tellement les opinions publiques que les franquistes vont maintenir que c'était le gouvernement républicain lui-même qui avait mis feu à la ville. Et ça a été relayé d'ailleurs par une partie de la presse étrangère, dont le Figaro en France d'ailleurs. La désinformation est fondamentale. Voilà. dans ces situations. Ouais. Donc, en fait, cela montre à quel point c'était une guerre justement contre la population civile. Barcelone et Madrid vont être pilonnés, etc. Et ça, c'est des éléments qui, évidemment, rendent la victoire militaire beaucoup plus compliquée, parce que c'est vraiment une guerre totale à grande échelle. Et la République, elle va faire face à des problèmes qu'on ne trouvera pas dans le camp adverse. Parce que, il y a cette question des bombardements des populations civiles, mais il y a aussi la question des réfugiés. C'est-à-dire que l'avancée des troupes franquistes, ça provoque des vagues de réfugiés à l'intérieur même de l'Espagne qui vont aller se réfugier dans la zone républicaine qui aura plus d'1 million de personnes supplémentaires à alimenter. Et en fait, c'est des personnes qui sont dépourvues de tout, dont il faut s'occuper. Donc, il faut mettre en place des structures d'aide humanitaire. Et c'est là aussi que la solidarité internationale va être très importante, en fait. Parce qu'on parle beaucoup des périodes internationales, mais on parle moins de beaucoup de civils, et notamment des femmes, qui vont aller en Espagne aider dans ces structures d'aide humanitaire, et notamment aider les populations civiles. Et donc tout ça, ça fait que la République a beaucoup de choses à gérer en même temps, plus gagner la guerre, effectivement. Sur le plan strictement militaire, effectivement, même si on prend grosso modo les chiffres ont l'air d'être à peu près les mêmes ou à peu près équilibrés entre le nombre d'avions, de canons, etc. de part et d'autre. Il faut voir quand même que l'aide italo-allemande a été régulière et adapté aux besoins des franquistes tout au long du conflit, a rencontré tout de suite une structure militaire capable de les mettre en œuvre, alors que la République a dû se battre en permanence pour obtenir des armes, et même les armes que lui vend l'URSS à prix de marché, à prix fort, ces armes que lui vend l'URSS, elles ne sont pas toujours de la plus grande des qualités. Alors, il y a des avions qui sont au début supérieurs aux avions italiens et allemands. Il y a des chars qui fonctionnent bien. Mais pour ce qui est de l'artillerie, qui est quand même essentielle dans une guerre qui est la première guerre industrielle, l'Espagne n'a pas vécu la Première Guerre mondiale. Et elle n'a pas non plus d'expérience de cela. Eh bien, l'artillerie est absolument essentielle. Très souvent, les canons et les obus ne correspondent pas. Les fusils datent de 50 ans ou 60 ans avant, etc. etc. Donc, il y a
il y a de véritables difficultés, surtout à partir de début 1938. Fin 1937, début 1938, où eh bien, le pacte de non-intervention complique l'acheminement de ces armes soviétiques par des bateaux civils qui doivent à la fois passer au-delà du blocus des pays qui soutiennent la non-intervention, mais aussi échapper aux sous-marins italiens et allemands. Le pacte de non-intervention, est-ce qu'on peut revenir? Ah oui, le pacte de la non-intervention, c'est ce que la diplomatie française et la diplomatie anglaise inventent à l'été 1936 pour tenter de faire en sorte que ce conflit reste en Espagne. La peur de la guerre en France est très importante. C'est la peur d'une révolution communiste en France? La peur de la guerre, déjà. Ouais. L'impact de la Première Guerre mondiale dans les consciences chez les gens est absolument énorme. Le fait que des conflits politiques qui semblent ressembler aux nôtres prennent l'aspect d'une guerre civile fait encore plus peur. Là-dessus, le fait que des éléments révolutionnaires ou de révolution se développent dans le camp républicain est agité par une droite française qui n'a même pas besoin de ça pour dire plutôt Hitler que le Front populaire. Donc tout cela pousse évidemment le gouvernement de Front populaire à ne pas soutenir la République alliée. Et avec l'Angleterre, qui, on l'a dit, est relativement hostile à la République espagnole, eh bien, ils sont d'accord pour mettre en œuvre un pacte de non-intervention auquel adhèrent les dictatures italiennes et allemandes immédiatement, auquel adhère l'URSS, parce que l'URSS, au départ, est bien embêtée par cette affaire. L'URSS intervient en septembre, finit par accepter d'organiser du volontariat international. Ça donnera les brigades internationales, qui ne sont pas les premiers volontaires à arriver. Les volontaires n'ont pas attendu l'organisation des brigades internationales pour arriver en Espagne, et acceptent de vendre des armes à la République. Mais cette décision de l'URSS, il faut voir aussi à quel point elle était attendue. C'est-à-dire qu'aucun communiste ne comprend que la grande sœur soviétique ne vient pas faire la guerre au fascisme là où il y a une guerre contre le fascisme. Donc la pression est énorme. Et puis du côté de l'URSS, il y a un enjeu, c'est qu'il y a une révolution qu'elle ne contrôle pas, qui a commencé en Espagne. Et donc, il faudrait... Voilà. C'est pas forcément ce à quoi Staline aspire d'avoir... C'est pas forcément ce à quoi Staline aspire. Staline aspire à une bonne entente avec la France, une entente diplomatique. Il a passé des accords avec Daladier, le chef du gouvernement français. Donc, il faut surtout pas... Et puis, au même moment, il est en train de réprimer tous les anciens cadres de la révolution bolchevique en URSS. Donc, tout ça, ça va pas du tout. Oui. Après, sur le plan strictement militaire, Franco s'aperçoit en 1938 qu'il est supérieur militairement, qu'il a une artillerie et une aviation que les républicains n'ont pas, et donc il peut avancer, il y va, et à partir de ce moment-là, eh bien les victoires franquistes s'enchaînent. On a parlé, je le disais au début, de répétition générale, ensuite du conflit qui va embraser l'ensemble de l'Europe, mais finalement cette abstention de ceux qui ensuite vont être censés être le camp des démocraties, a été déterminante pour l'issue, si je comprends bien. Oui, bien sûr, parce que ça a ôté à la République d'une aide militaire que les franquistes ont reçue des puissances fascistes. Et finalement, en fait, effectivement, dans ce pacte de non-intervention, il y a d'une part le souci de maintenir des équilibres européens que de toute façon vont se rompre en septembre 1939. Et donc, bon, ça ne sert à rien. Mais derrière, il y a aussi cette peur de la contagion révolutionnaire, en fait. Et notamment, je pense que ça joue énormément en France, parce qu'il y a une situation aussi où il y a aussi un front populaire, il y a des manifestations, des grèves. Et en mai-juin, il y a un mouvement populaire d'ampleur. Et donc, il y a cette peur d'une situation révolutionnaire qui pourrait déborder vers la France. Et ça joue certainement aussi dans ce pacte. Et tu parlais tout à l'heure de raisons intérieures aussi, de division du corps républicain.
On a beaucoup insisté sur la division du camp républicain pour expliquer la défaite républicaine. Aujourd'hui, on sait que les aspects extérieurs, les aspects d'armement sont essentiels. Ensuite, il faut effectivement ajouter que dans un pays où l'État était très inexistant, où avait une capacité de mobilisation très faible, le fait qu'il s'écroule au lendemain du coup d'État laisse chaque camp face à un défi, c'est de construire un État capable de mener une guerre industrielle, une guerre totale. Ceux qui ont de leur côté une armée ont un avantage de départ important. En face, effectivement, se développe une révolution et c'est sur l'étouffement de cette révolution que le gouvernement va devoir construire sa capacité militaire d'engagement contre Franco. Donc, effectivement, il y a des divisions, mais elles sont secondaires face à l'inégalité sur le plan de l'armement. Et cela apparaît justement de manière de plus en plus tranchée au fur et à mesure du conflit, c'est-à-dire que la révolution est étouffée entre l'automne 1936 et le printemps 1937, mais la rupture de l'équilibre militaire, elle se fait quelques mois plus tard, alors que sur le papier, la République aligne une armée bien constituée, à peu près armée, d'une taille à peu près équivalente à celle d'en face. Donc ça répond à la question de ce qui a été le plus important dans la défaite républicaine. Effectivement, l'assassinat prémédité de la démocratie depuis 1931 est entamé en juillet 1936. Il a réussi grâce à des complicités actives et passives. À l'issue de la guerre en 1939, même si on sait que la répression va continuer, se met en place un régime qui va faire figure, avec celui de Salazar par ailleurs, d'exception, qui va avoir une pérennité très longue, donc jusqu'en 1975. Les fondations de ce régime, l'explication justement de ce qui semble être une forme de consentement, bien sûr aidé par la répression, tout ça, ça se met en place au moment de la victoire. Et ça se met en place avant, en fait. Et ça se met en place dès le début de la guerre, pratiquement. Parce que déjà, en septembre 1936, le général Franco a tous les pouvoirs en Espagne. Et donc, il est chef de l'État, chef du gouvernement, chef de l'armée. Et il va construire un État qui est construit justement sur l'armée. En fait, ça va être vraiment un État militaire et qui se construit sur la hiérarchie de l'armée, en détruisant l'État républicain chemin faisant. Et donc, c'est vraiment un État qui se construit de toutes pièces, nouveau. D'ailleurs, il est appelé comme ça, le nouvel État, l'État nouveau, comme au Portugal, Estado Novo. Et en fait, c'est un État qui se construit avec une répression impitoyable qui va cibler en tout premier moment les cadres de l'État républicain. Et donc, cet État est complètement détruit, détruit physiquement parce qu'on détruit les personnes qui l'incarnaient. On les tue, on les met en prison, et ils partent en exil. Et il va être remplacé par un État qui est presque complètement militaire au début et qui va, au fur et à mesure, inclure du personnel civil. Et cet État, il se pérennise grâce à la répression d'une façon très importante, mais il construit aussi du consentement, parce que sinon, il n'aurait pas duré, en fait, tout ce qu'il a duré. Et ce consentement se construit par des complicités dans les crimes, justement, de guerre qui sont menés pendant la répression. C'est-à-dire que cette répression est la responsabilité de l'armée, mais elle ne va pas être menée que par l'armée. Il y a aussi des milices civiles qui participent à cette répression-là. Et en fait, cette participation à la répression, à ces crimes, ça crée des solidarités très fortes. Et en fait, ça crée aussi le besoin que cette guerre soit gagnée. Parce que si on perd la guerre, ça veut dire qu'on va être tenu
responsables de tous ces crimes-là. Et donc ça rend la violence encore plus violente et ça crée des liens très très forts parmi tous les gens qui sont impliqués dans cette violence. Et ensuite, il y a aussi toute une tâche de conversion de la société espagnole dans une société nationale catholique, qui est un peu Je pensais aussi à l'Église comme fondement quand même du consensus social autour du nouveau régime. Donc oui, l'Église, ça va être un associé extrêmement important de cette répression. Elle va faire partie de la elle va participer à cette répression et elle va contribuer à cette conversion de la société. Et en fait, déjà dès la guerre, l'Espagne devient ce que les historiens appellent une immense prison, c'est-à-dire qu'il va avoir tout un système à la fois de prisons, des camps de concentration pour enfermer toute cette population qu'on considère comme hostile au régime, et ces camps de concentration en particulier qu'on va trouver dans toute l'Espagne et qui vont perdurer pendant l'après-guerre, ça va servir à trier la population. Et dans ces camps de concentration, on va faire le tri entre ceux qu'il faut éliminer, ceux qu'on peut convertir et qui peuvent réintégrer la société, et ceux qui peuvent pas se réintégrer tout de suite et qui vont devenir soit des travailleurs forcés, soit des prisonniers, etc. Donc finalement, ça c'est les années 40. Ça c'est les années 40, oui. Enfin, ça commence déjà pendant la guerre, parce que en fait, la fin de la guerre, ça ne marque que la fin des combats, en fait. Mais ça ne met pas... c'est pas un moment, disons, clair de fin de quelque chose. C'est le prolongement, en fait, des dynamiques qui sont mises en place pendant la guerre. C'est pour ça qu'on dit que la guerre n'est pas finie en 1939. D'ailleurs, le dernier chapitre, il s'appelle comme ça, la guerre n'est pas finie, parce que toutes ces dynamiques-là se prolongent pendant l'après-guerre, et c'est ça qui permet au régime de durer. Tout en devenant un lieu de refuge pour des membres du parti nazi, ou en tout cas ou des fascistes italiens ou français, roumains. Ou belges, bien sûr, Léon Degrelle, je pense à Léon Degrelle notamment, qui vont se réfugier. Enfin, ce sera le refuge de l'extrême droite, en fait, pendant toutes les décennies qui suivent la guerre. Effectivement. Ce que disait Mercedes sur la terreur franquiste et comment elle s'organise, il faut bien voir que ça met en jeu une mécanique dès le départ de mobilisation croisée entre l'armée qui est là, qui fournit les cadres, qui contrôle, qui est toujours présente pour autoriser ou ne pas autoriser les violences, et évidemment elle les autorise, et puis les éléments civils, ceux de la phalange, et bientôt d'une phalange unifiée autour de la personne de Franco, qui sont là pour justement orchestrer cette mobilisation civile, qui sont ceux qui déploient la violence la plus débridée, mais toujours sous contrôle, et qui ensuite, dans les villages, dans les villes, contrôlent la gestion de cette terreur. C'est qu'une fois qu'on a éliminé physiquement des dizaines, des centaines, des milliers de personnes avec la plus grande violence, une fois qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui sont dans des camps, qui sont dans des prisons et qui souffrent dans ces camps et ces prisons, eh bien, on peut... avec toutes les complicités qu'on a créées, à la fois gérer les acquis de cette terreur, faire en sorte que plus personne ne lève le petit doigt, mais aussi profiter de son bénéfice, profiter parce que c'est un système de corruption absolument sidérant, profiter du marché noir, de l'organisation du marché noir, qui donne lieu à la famine. Donc c'est vraiment un système dont les consensus qui sont créés sont construits sur d'abord un paroxysme de la violence, qui effectivement a cherché à mouiller le plus de monde possible du côté de ceux qui étaient considérés comme la vraie Espagne, avec pendant des décennies le maintien de cette distinction entre les gens qui sont avec nous et les autres. Et ces autres, et c'est pour ça que des décennies après, c'est toujours présent, surtout dans les campagnes, dans énormément d'endroits, cette identification de les uns et les autres.
C'est ça qui explique que l'Espagne n'est pas connue, par exemple, ce grand mouvement des années 60 que connaissent toutes les sociétés ouest-européennes, d'émancipation, disons. On a le sentiment que finalement cette chape de plomb sur la société espagnole qui s'est maintenue, elle a été tissée justement par ces solidarités avec la violence du régime initial. En fait, je voulais revenir sur justement ce que dit François, qui est très important, parce que les complicités ne sont pas seulement des complicités de sang, il y a des complicités économiques très importantes. Ça, on n'a pas directement fait allusion, mais c'est très, très important. C'est-à-dire que, en fait, une des volets de la répression, c'est un volet économique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des expropriations à très, très grande échelle, et ces expropriations-là, ça va bénéficier aux alliés du régime. Et qu'on va confisquer les propriétés des opposants. Oui, ça tout à fait. Enfin, il y a une loi qui s'appelle loi de responsabilité politique en février 1939, avant que la guerre soit finie, qui, en dehors des autres mesures punitives prises, c'est-à-dire la peine de mort, la prison, etc., déclare l'expropriation des biens des gens qui se sont opposés au glorieux mouvement national, qui est le nom, en fait, que les insurgés donnent à leur propre mouvement. Et donc, ça va bénéficier à des couches relativement larges de la population qui, du coup, vont devenir des alliés. Voilà. Et par exemple, le travail des prisonniers, le travail forcé, ça va bénéficier à des entreprises proches du régime. Donc, ça crée toute une toile de solidarité qui dure très, très longtemps et qui explique qu'une partie de la société espagnole est très mal à l'aise, en fait, avec cette histoire et avec la condamnation du régime, parce que finalement, c'est le régime qui leur a permis une prospérité économique. Et par rapport aux années 60, en fait, si, l'Espagne vit aussi quelque chose qui peut ressembler à un moindre degré à ce qui se passe dans d'autres sociétés européennes, sauf qu'elle le vit sous une dictature. Mais il va y avoir des mobilisations étudiantes très importantes, des mobilisations ouvrières, des grèves, à tel point qu'en 69, l'état d'exception est déclaré pendant 3 mois. Et donc ça veut dire que c'est une société qui bouge aussi, et notamment c'est la jeunesse à ce moment-là c'est une jeunesse qui n'a pas vécu la guerre, qui voit ce qui se passe en dehors de l'Espagne, qui voit l'Europe. À ce moment-là, l'Espagne est un pays relativement ouvert, il y a beaucoup de touristes qui viennent, et donc les Espagnols voient qu'il y a d'autres façons de vivre, et il y a une demande de démocratie qui grandit dans plusieurs secteurs de la société espagnole. La jeunesse se désolidarise très largement du régime, et c'est ça aussi qui va expliquer qu'à la mort de Franco, vraiment la plupart de la société espagnole ne veut pas d'un prolongement de la dictature. Et il y a une demande de démocratie très importante. Alors aujourd'hui, vous écrivez dans le livre des éléments de langage et des logiques de construction de l'ennemi durant la guerre, on a vu à quel point c'était important, sont parfois encore repris tels quels dans l'espace politique espagnol. Alors que l'héritage républicain démocratique n'est que faiblement assumé par le régime actuel, qui est pourtant, lui, démocratique, qui a rompu avec ce passé. Oui, bien, le franquisme a eu 40 ans pour expliquer que la République, c'était le chaos. Et au moment de la transition entre le franquisme et la monarchie constitutionnelle actuelle, le franquisme a été là. Adolfo Suárez, qui est considéré comme un des pères de la démocratie, c'est un des dirigeants du franquisme. C'était un ministre de Franco, et pas n'importe lequel. Et donc, le fait que la démocratie actuelle ne puisse pas se réclamer de la République comme de la première expérience démocratique en Espagne, et aussi le résultat de ces discours de culpabilisation de la République, d'assimilation de la République au chaos. Et aujourd'hui, ce sont ces discours-là qui sont repris tels quels, effectivement, par non seulement l'extrême droite, le parti Vox, mais aussi par le parti de droite classique, le Parti populaire, dont Vox est grosso modo une scission, parce que cette République incarne trop de choses contre lesquelles non seulement est né le franquisme, mais ils sont nés eux-mêmes d'une certaine manière. L'ancien dirigeant du Parti populaire, José María Aznar, a dit récemment qu'il ne pouvait pas condamner le franquisme et le coup d'État parce que c'est ce en quoi son père avait cru et ce pourquoi il avait combattu.
c'est quand même significatif. Alors voilà, force du passé, ça reviendrait finalement à se condamner soi-même, au fond. Condamner une partie de soi-même pour oui, ceux et puis, qui sont... ça ne devrait pas complètement nous étonner aujourd'hui en France, où certains reprennent des slogans maurassiens et pétainistes dans une situation où il s'agit de désigner un ennemi intérieur. C'est-à-dire que ce sont des logiques qui sont réactivées, des logiques de configuration de l'espace politique comme un espace de guerre, au-delà des différences de 60-90 ans entre les époques. C'est ces logiques-là qui sont extrêmement prégnantes et qui, en Espagne, bénéficient d'un réservoir de signification, de vocabulaire, des histoires de famille, etc., qu'il est facile de réactiver pour dire, eh bien, avec Franco, on vivait mieux, n'importe quelle politique plus ou moins progressiste, c'est les rouges, etc., etc. Merci beaucoup à tous les deux, Mercedes et Yusta, François Gaudichaud, d'être venu nous présenter ce livre, La guerre d'Espagne 1936-1939, la démocratie assassinée, que vous avez écrit avec Pierre Salmon aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci. Et merci d'avoir suivi cet épisode de La Grande Hache. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la page Facebook de La Grande Hache ou le compte Blue Sky. Surtout, n'oubliez pas que le média ne vit que de vos dons et abonnements. Il s'agit, vous le savez, d'un média qui n'est ni gouvernemental ni patronal. Rendez-vous sur lemediatv.fr et à bientôt sur notre chaîne.